J'aimerais qu'on parle de la violence, notamment dans les établissements scolaires. C'est un véritable sujet qui a longtemps été sous-estimé, mais qui vraiment nous saute au visage. Là, on va parler de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Les enseignants du lycée Jean Rostand ont exercé leur droit de retrait hier. Ils sont excédés, ils n'en peuvent plus. Ils ont peur aussi, je pense, par les scènes de violence qui se déroulent chaque jour dans leur établissement, des tirs de mortier d'artifice dans les couloirs, des départs d'incendie dans l'établissement, des agressions. Écoutez ce sujet de Marine Sabourin, on en débat ensuite. Tirs de mortier d'artifice, incendie volontaire. Depuis plusieurs jours, le lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie fait face à de multiples incidents à l'intérieur même du bâtiment. Des événements graves, mais prévisibles, selon ce professeur Philippe Cuvier. On le voyait venir, il y avait des coups de pied dans les portes des salles régulièrement, et puis là, bon, ça a été crescendo, quoi. C'est le résultat d'une politique de laxisme depuis 30 ou 40 ans, à mon avis, dans les banlieues, c'est comme ça. Bon, il faut donner les moyens, quoi, de faire des choses, autrement on tricote, on répare, on met des pansements par-ci, une petite bande velcro par-là, mais ça n'aboutit pas, quoi. Face à cette situation, les enseignants font valoir leur droit de retrait. Ce matin, seuls les élèves en apprentissage étaient autorisés à rejoindre leurs cours. Le personnel demande une remise en état des équipements de sécurité, de nouveaux postes d'assistants d'éducation, ainsi que le statut de REP+, octroyé aux zones qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales. Merci pour ces explications, Marine Sabourin. Thibaut de Montbrial, on parle de tirs de mortier d'artifice dans l'enceinte du lycée, là. Oui, mais la situation, il n'y avait aucune raison que les établissements scolaires demeurent des sanctuaires par rapport à la violence physique qui, encore une fois, galope en France. Il y a une augmentation considérable des faits de violence et de leur gravité qui touche aussi beaucoup, on en parle régulièrement, mais je le redis, les forces de l'ordre avec encore plusieurs agressions cette semaine terrible. Il y a cette affaire dramatique. À Beauvais, il y a un lycée professionnel dans lequel il y a eu 3 agressions très graves en 6 jours, avec hier un professeur d'éducation physique qui a été rossé par un élève qui lui demandait d'enlever sa casquette. Donc la situation est en train d'échapper au contrôle et il n'y avait vraiment aucune raison que ces jeunes hyper violents, ensauvagés, se mettent à bien se tenir face au dernier rempart de l'autorité auquel ils sont confrontés. Parce que c'est ça, l'école, l'établissement scolaire, c'est le dernier endroit où ils ont un minimum d'autorité qui tente de réguler. Là, les pompiers sont intervenus, la police municipale est intervenue, la police nationale est intervenue, et les professeurs, ils disent, voilà, résultat de 30 ans de laxisme, c'est ce qu'a dit ce professeur. Jean Garry, qui est enseignant. J'ai pas très longtemps dans le secondaire avant d'aller à l'université, mais l'acte de violence à cette époque-là, ça aurait été deux gamins, deux lycéens qui se seraient pris un peu la tête et peut-être donné un petit coup de poing dans les couloirs. C'était tout juste ce qu'on pouvait supporter. Ça aurait été impensable d'avoir ce type de comportement et encore plus d'avoir des élèves qui s'en prennent à des enseignants. Donc il y a eu effectivement une dérive terrible. C'est quelque chose maintenant sur lequel on ne peut plus fermer les yeux. Et c'est d'ailleurs très symptomatique de voir la réaction de cet enseignant, parce que les enseignants ont souvent été les premiers, corporativement et même pour des raisons idéologiques, à fermer un petit peu les yeux sur ces violences, à trouver des excuses plus le cas, là, sociales. Ils sont excédés, là. Ils en ont marre, ils ne se sentent pas suffisamment protégés par leur hiérarchie, quelquefois par les chefs d'établissement, quelquefois par le ministère et par les recteurs d'académie. Donc il y a quelque chose là, il faut trouver des solutions, il faut être beaucoup plus ferme, parce que ça peut plus durer. Mais effectivement, ça n'est jamais que le reflet de ce qui se passe dans à l'extérieur des murs des enceintes scolaires. Moi je crois que c'est une faillite de l'institution qui a sapé effectivement depuis des années sa propre autorité, un peu à la base avec certains professeurs qui avaient peut-être une idéologie socialisante, qui pensaient que effectivement la violence s'expliquait par les difficultés sociales et qui était un peu laxiste là-dessus, mais je pense pas la majorité à la base, mais surtout une hiérarchie qui était dans la culture du pas de vague. Ça a été dénoncé par un certain nombre de professeurs et qui préféraient taire ce genre d'incidents plutôt que de les dénoncer et soutenir le corps enseignant.
enseignant, et effectivement, et c'est toujours le cas, et quand le corps enseignant n'est pas soutenu par sa hiérarchie, eh bien, les délinquants, parce qu'il faut appeler ça comme ça, sentent que y a pas d'autorité et vont dans les failles finalement du système. Donc oui, on paye 30 ans de laxisme et de lâcheté de l'État sur cette question. Thibault de Montbrial. Deux points. D'abord, ça touche des établissements scolaires dans tous les quartiers, puisqu'au lycée Montaigne, Paris, qui est un lycée parisien bien connu, il y a eu des faits très graves il y a quelques jours. Et par ailleurs, pour revenir sur les images qu'on vient de voir et sur le cas dont on parlait en début de... Les images de tirs de mortier dans les couloirs. Là, quand même, parce que les autres cas, je ne dis pas que c'est moins grave, c'est terrible par ailleurs, des professeurs qui sont agressés, etc. Absolument. Mais là, c'est du matériel qui peut mettre le feu, qui peut tuer, qui met en danger les autres élèves. Et avec une mise en danger de tout le monde, des élèves, des professeurs, etc. Et une fuite en avant, dont je le dis, moi je suis souvent un peu le Cassandre, j'ai écrit sur ces sujets, j'ai annoncé beaucoup de choses. Malheureusement, depuis quelques années, tout ce sur quoi je me regarde arrive. Et je crains que la compétition entre le premier mort policier et le premier mort enseignant soit lancée par ce genre d'acte. Et c'est vraiment terrible. Non, mais c'est vraiment c'est terrible. Alors, enseignant, il y a eu Samuel Paty. C'était du terrorisme. On est bien d'accord. Mais symboliquement, je parle pas d'un attentat de terroriste. Je parle de la violence intrinsèque des élèves. On fait une toute petite pause. Je passe la parole dans un instant, Jean-Claude Dacier. On écoutera un autre témoignage d'une enseignante de ce lycée de Mantes-la-Ville qui raconte que tous les jours, il y a des départs de feu, il y a des tirs de mortier, il y a tous les jours dans cet établissement des incidents. À tout de suite. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque ces agressions quotidiennes quasiment au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. Les professeurs ont exercé hier leur droit de retrait. Ils appellent à l'aide. Ils demandent à ce que l'Éducation nationale les soutienne à lutter contre les violences quotidiennes. Écoutez le témoignage d'une enseignante, Diana Badiop, professeure recueillie par Florian Paume. Depuis vendredi dernier, nous avons eu des départs de feu dans l'établissement, des départs volontaires. Nous avons eu l'incendie d'un véhicule pédagogique au sein de notre établissement et puis aussi des tirs de mortier dans les couloirs. Et puis nous avons eu une défection des matériels de sécurité, c'est-à-dire que les extincteurs qui doivent nous permettre d'éteindre ces départs d'incendie étaient défectueux. Donc ça va crescendo, mais moi ça fait 20 ans que je suis dans cet établissement et c'est la première fois que nous avons une succession aussi rapide d'incidents graves et surtout des départs de feu volontaires. Tout ceci est anxiogène. Nous avons eu plusieurs collègues qui ont fait des crises d'angoisse. On a récupéré des élèves en pleurs et donc nous on dit ça suffit. Nous sommes dans l'école de la République. Il faut nous donner les moyens d'enseigner et d'être en sécurité dans notre établissement. Nous sommes tous excédés, fatigués, enseignants comme élèves, et nous avons donc décidé de cesser notre activité parce qu'on ne se sentait plus en sécurité au sein de l'établissement. C'est un témoignage très fort. Combien de temps l'Éducation nationale va laisser ses professeurs désarmés face à cette violence? Thibault de Montbrial. C'est glaçant. Je pense que c'est un peu réducteur de circonscrire la responsabilité à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale est complètement submergée. L'Éducation nationale hérite de la génération qui est dans ces établissements, de cette population. Et là, je pense vraiment aux gens dont elle parle, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes que ceux qui lynchent en bande organisée et qui commettent des violences absolument inouïes. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que raconte cette enseignante, c'est qu'on a les mêmes conséquences implicites que dans les faits de violence en bande, soit entre bandes, soit sur des individus isolés, soit contre les forces de sécurité, c'est que l'hypothèse homicide n'est plus du tout un problème. C'est-à-dire que ce qu'elle décrit, ça ne tue pas, tant mieux, mais ça peut tuer. Et un jour, ça va tuer. Et ceux qui s'y livrent sont totalement indifférents aux résultats qu'ils peuvent obtenir. Et ça, c'est vraiment nouveau. Des violences, des jeunes turbulents, puis des violences, etc. Il y en a eu, vous en parliez. Mais c'était des violences qui avaient une limite. Là, c'est une violence qui n'a plus de limite. Et ce qu'elle dit sur l'augmentation, la vitesse de propagation de ces faits et leur augmentation en nombre et en intensité, c'est la même chose dans tous les domaines. Les clignotants sont au rouge
écarlate, et pas simplement dans les établissements scolaires, mais évidemment aussi dans les établissements scolaires. Jean Garrigue. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Thibault de Montbrial. Ce serait trop facile de reporter la responsabilité sur le système éducatif lui-même, les établissements, etc. Parce que, bon, d'abord, ils font ce qu'ils peuvent, et puis c'est difficile de trouver des moyens d'endiguer toute cette vague de violence, parce que la responsabilité, elle est beaucoup plus profonde. La responsabilité, là, on a affaire à des élèves mineurs. Pour moi, elle est essentiellement aux familles. Je veux dire, elle est à ce manque de responsabilité des parents par rapport à des enfants qui n'ont plus aucun respect des valeurs que représente l'école, que représente l'autorité dans toutes ses formes. Je veux dire que c'est quand même ça, au cœur des choses. Et si... Alors, on pourrait aussi parler de ce que représentent les enseignants dans notre société, etc., la manière dont ils ont été dévalués, symboliquement, financièrement aussi, bref. Mais fondamentalement, c'est le respect des normes, le respect des règles, le respect de l'autorité. Et là... Parce que ces actes-là, c'est des actes de provocation aussi par rapport. Quand on met le feu, on tente de mettre le feu et que les extincteurs sont défectueux, on est un tout petit peu plus que dans la provocation. Oui, mais je veux dire que c'est une manière aussi de tester ceux qui sont en face de vous. Bien sûr. C'est du test. Il faut une riposte foudroyante. Alors comment ? À un moment donné, là, il faut on fait une quoi dans riposte les lycées, foudroyante. Non, mais c'est une riposte. Mais c'est quoi une riposte quoi ? Non, une riposte foudroyante, c'est une riposte judiciaire foudroyante. Ce sont des gens qui soient incarcérés. Ce sont des gens qui, si ils se livrent à des violences au moment où la police intervient, subissent la violence légitime en retour. Voilà. Il faut que ces gens-là, que ce soit dans le cadre d'établissements scolaires ou dans le cadre ou quand ils se livrent à des exactions dans la rue, parce que ce sont les mêmes, se heurtent à la violence légale du système. Alors, je pense qu'il faut régionaliser fortement. Je pense qu'il faut donner davantage de responsabilités aux directeurs d'établissement. Ce sera un grand enjeu du prochain et du futur président de la République. C'est une évidence. Et il faudra sans doute aussi davantage de moyens. Mais l'éducation nationale a aussi un peu ce qu'elle mérite. Elle a longtemps tenu à l'écart, se contentant d'explications sociales faciles. On est contre le capitalisme, on est contre... et le résultat des courses, c'est qu'on est confronté à une population qui ne respecte pas les codes. Les jeunes que tu décris, Thibault, ils font plus la différence entre la rue et l'école. C'est ce que je dis. Bien sûr, c'est ce que tu dis. Et il y a les mineurs que l'on ne sait pas gérer, puisque même quand ils commettent des fautes graves, on ne sait pas où les mettre. Ah mais si, on les redonne à l'établissement d'après. Par exemple. Et il y a des adolescents qui ont des cerveaux de mineurs dont on ne sait pas quoi faire non plus. Donc, où le ministre, qui avait plutôt bien commencé, et que je trouve plus contrasté en finale, où ça c'est un jugement de valeur. Il faut en avoir de temps en temps. Où on est capable de bâtir un secteur de plus et une réforme de plus à faire. À la rentrée après la présidentielle, un grand plan entre guillemets Marshall pour l'éducation nationale, ou alors des faits comme cela, on en parlera tous les après-midi. Alexandre Devecchio, sur ces violences à Mantes-la-Jolie. Non, alors effectivement que l'éducation nationale est péchée par idéologie, je pense plus la hiérarchie d'ailleurs que les acteurs de terrain. Absolument. C'est une réalité, mais ça a été dit, c'est une crise de la désintégration nationale, d'un ensauvagement général, et ça touche tous les secteurs. La police est confrontée au même problème, et on a de manière générale un État qui a abdiqué, un État qui avait construit la nation française, donc c'est dire s'il est important en France, qui a abdiqué dans tous les domaines. Donc il faut restaurer l'autorité de l'État à l'école, dans la justice, dans la police, et je crois que ça passe aussi par un peu de fierté. Jean Garrigue touchait quelque chose de juste quand il disait que la profession d'enseignant avait été dévalorisée, mal payée. Je crois qu'il faut aussi modifier le regard que la société porte sur les représentants de l'autorité de l'État, et des professeurs bien payés qu'on respecte et que l'État respecte seront plus facilement respectés aussi par une partie de la population. Mais alors qu'on arrête de dire qu'ils sont toujours en vacances et qu'ils ne travaillent pas assez. Il y a tout à ça remet peut-être l'église au centre du village. Même si ça passera aussi par les familles. Vous avez raison. Jean Garrigue, et après Thibault. Voilà, la question, elle est fondamentalement dans cette société d'une désagrégation du principe de civisme, de respect de l'autorité, de respect des règles. C'est ça. Et je le répète là,
pour moi, il y a quand même la responsabilité des familles qui sont derrière. Thibault de Montbrial. Un mot quand même sur la conséquence politique de tout ça, parce que on a une élection qui approche et on commence à voir depuis quelques semaines que le gouvernement commence, semble-t-il, à se positionner en contrepoids de ce qui est appelé par certains la dérive droitière des LR, sans parler de Zemmour et de Marine Le Pen, etc. Et donc il semblerait que le gouvernement sortant, pour favoriser la réélection du président de la République, se place sur une ligne qui serait une ligne modérée, apaisante, etc. Mais c'est une ligne qui est en complet décalage avec la réalité qu'on observe tous les jours. Et donc, quand Jean-Claude, quand tu disais que Jean-Michel Blanquer avait un peu changé, etc., moi, je sais pas, je connais pas les secrets de l'intérieur, mais je trouve que c'est curieux, parce que Jean-Michel Blanquer, il peut pas être suspect de faiblesse par rapport à ces faits-là. Oui. Et quand on lit les interviews de Gérald Darmanin depuis 15 jours, on est stupéfait, parce que tout à coup, le réel a disparu. Donc là, il faudrait pas pour le gouvernement, bon, après le gouvernement, il fait ce qu'il veut, hein, mais si son choix de positionnement politique pour favoriser la réélection d'Emmanuel Macron, c'est de décrire une France qui est complètement étrangère à celle qu'on voit tous les soirs à la télé. Je pense que les gens vivent en réalité, parce que c'est pas que la télé. Les gens vivent, et cette violence-là, ça va quand même être compliqué pour eux. Thibault de Montbrial, que l'on voit là dans un établissement scolaire, elle s'exerce tous les jours à l'encontre des policiers. Ah, mais tous les jours. Ce week-end, il y en a un policier en service qui a pris un coup de couteau. À Mérignac, il y a 2 policiers qui ont été frappés dans un centre commercial. C'est tous les jours. Ah, c'est tous les jours contre les policiers. Tous les jours. Et l'autorité qu'est supposée incarner la police, dont je rappelle quand même qu'elle est là pour préserver la paix publique. Elle n'est pas là pour embêter les gens, etc. La police est là pour préserver la paix publique. Aujourd'hui, de paix publique, il n'y a plus. Les faits de dimanche, ils sont terribles. Il se trouve que ce policier était hors service et n'a pas fait état de sa qualité. Mais il était dans un centre commercial avec sa compagne. Enlaçant sa compagne avec lequel il avait un tendre échange, et un groupe de jeunes qui se sont avérés mineurs est venu en disant « Et nous, est-ce qu'on peut en avoir aussi ?» etc. Il s'en est suivi une embrouille. Et l'un des jeunes mineurs de 16 ans a très vite sorti un couteau et sans discussion, sans menace, rien, il a poignardé pour tuer ce jeune homme qui se trouvait être policier et qui aujourd'hui à l'heure où je vous parle, a été réopéré et est toujours dans le coma. Donc on est dans une situation d'une sauvagerie absolument terrible. Un jeune de 16 ans qui va embêter un couple et qui, face à une réponse du couple qui lui dit d'aller s'occuper de ses affaires, sort un couteau et tue. Et quelle est la réponse pénale là ? Parce que le mineur a été présenté au juge en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. La réforme du code pénal fait qu'il va y avoir une césure entre la présentation à la justice et la sanction. Non, en matière criminelle, il peut aller en détention provisoire. D'accord. Mais j'espère qu'il va... J'ose espérer que là, quand même, il va aller en détention provisoire. Mais c'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui s'est pas posée avant. C'est-à-dire que la dissuasion du risque d'aller en prison pour longtemps n'a pas fonctionné. Ce sont des gens. Quand je dis que l'hypothèse de tuer, que l'hypothèse de tuer est une hypothèse qui ne freine plus personne chez ces jeunes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération ? Non, mais il y a autre chose. On l'a beaucoup dit, je l'ai écrit. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. 30 à 40 de délitement d'une classe politique qui n'a pas osé faire œuvre de restauration de l'autorité à l'époque où c'était encore possible, une vision bienveillante et naïve dans le meilleur des cas d'une partie de la population qui a immigré en France, un changement de culture. Dans les modes de violence qu'on subit actuellement, il y a des modes opératoires et des instruments qui étaient marginaux en France il y a encore 15 ans et qui sont là encore importés. Donc tout ça fait un cocktail détonnant et qui est en train de détonner. Alexandre Devecchio. Non, j'abonde dans le sens qui a été dit. Il y a un problème de civisme général et de désintégration sociale qui va au-delà de la question de l'immigration. Mais la question de l'immigration est une réelle question. Maurice Berger, qui est un spécialiste des violences, notamment des violences des mineurs, le dit. Il dit que c'est une violence avec laquelle ils sont élevés, souvent des violences conjugales, une vision tribale de la société qui ensuite est reproduite. Donc dans leur famille, la violence est banalisée. Et ensuite, il n'y a pas de frein de la justice
pour mettre une sanction quand il y a les premiers actes de violence qui sont subis. Donc, n'ayant pas de sanction, ils pensent effectivement que le crime, finalement, n'est pas un problème jusqu'au meurtre, n'ayant pas du tout de repères. Donc, voilà, on a importé, hélas, des mœurs, faut bien dire barbares, venus de l'étranger et sans même adapter l'appareil juridique pour y faire face. C'est une vraie question et qui est rarement posée, effectivement, parce qu'il y a un politiquement correct sur ces questions-là et la crainte d'être accusé de racisme, effectivement. Non, mais il faut la première sanction est essentielle. Je dis pas que ça réglera tout, mais il faut que le jeune qui teste le système, parce qu'il y a une part de test, même si c'est de la grande violence, il y a une part de test du système, il faut que le système lui envoie une décharge. Il faut que ça lui fasse quelque chose. Donc en fonction de la gravité de ce qui est fait, il y a une sanction plus ou moins sévère, mais il faut qu'il y ait une sanction immédiate. La réforme qui a consisté à mettre de la part du garde des Sceaux une présentation rapide devant un juge, c'est très bien, mais une sanction décalée à plusieurs mois, c'est un truc d'intellectuel. C'est un truc c'est un truc de prof de droit, c'est un truc où on se dit ça va être formidable, le gars il va réfléchir pendant 8 mois, il va voir qu'on lui tend la main, etc. Non, l'autre il sort, il dit je les ai niqués, j'ai rien eu. Voilà. Ça c'est la conclusion du congrès, réalité, entre les gens qui se prennent le cerveau sur ces questions avec une vision qui est angélique, qui est empathique, qui est formidable, mais qui est décalée avec la réalité de la violence et la façon dont ceux qui commettent ces actes vivent la non-réponse de la société. On a entendu le désespoir des professeurs, le désespoir des policiers, il est tout aussi important. Ben oui, les policiers se sentent tout nus face à cette violence, avec les difficultés dont on a déjà parlé sur la façon dont eux peuvent utiliser la violence légitime, parce qu'il y a toujours cette crainte d'être ensuite poursuivi, d'avoir des ennuis, etc. Et du coup, leur retenue est également considérée comme de la faiblesse. Et puis il y a ce qui est régulièrement dit, y compris sur votre plateau, par des policiers, le fait d'arrêter 1 fois, 2 fois, 10 fois les mêmes individus dans les quartiers, parce que évidemment policiers et délinquants se connaissent, et de les voir sortir 1 fois, 2 fois, 10 fois, même si techniquement derrière il y a des mesures judiciaires qui sont prises, mais qui ne sont pas ressenties comme des mesures impactantes par les intéressés. C'est-à-dire qu'on peut faire, encore une fois, on peut analyser dans le détail en disant mais si, mais on fait des choses, etc. Ce qu'il faut, c'est que le délinquant, lui, ait l'impression d'être sanctionné. Et pas seulement l'impression, mais qu'il le soit réellement. Oui, mais pour ça, il faut qu'il le soit, évidemment. Et absolument. Un mot là-dessus, Alexandre Devecchio ? Non, moi, je soustrais à tout ce qui a été dit. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais si ce n'est que c'est un chantier majeur, quoi, et transversal, parce que c'est la justice, c'est la police, c'est l'école, c'est l'immigration, c'est l'intégration, c'est la famille. Voilà, et c'est effectivement, pour raccrocher avec la situation politique, c'est l'enjeu fondamental de la présidentielle. Et ce serait très décevant que le débat soit entre les raisonnables et les supposés excités. Ça peut peut-être suffire pour gagner, mais cette réalité-là explosera à la figure des dirigeants plus tard. Un dernier mot après. On peut aussi raisonnablement appréhender ces questions. La raison n'est pas forcément synonyme de faiblesse. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience collective des Français par rapport à ces questions, que la culture de l'impunité, l'explication par le social, etc., ne tiennent plus par rapport à une grande majorité de la population, y compris des gens de culture de gauche, on va dire. Et je pense que l'heure est venue aujourd'hui d'aller d'abord à un travail de pédagogie collective, mais là, ça va prendre des décennies, mais aussi vers une répression, vers la dissuasion par la répression. Je disais, des postures de raison, des postures finalement, entre les gens sont tellement désigner l'adversaire comme tellement radical que finalement ceux qui sont en commande n'ont pas besoin de durcir justement la répression. Il faut que tout continue comme avant. Un dernier mot, parce qu'Alexandre a dit le mot juste, il a dit tout à l'heure, c'est la désagrégation, c'est un des symboles, la désagrégation de notre tissu social. Notre société est en train de se désagréger, la violence augmente, on sait historiquement comment ces choses peuvent finir, il n'est pas encore trop tard pour l'en empêcher, mais ceux qui pensent que l'enjeu vital de la prochaine élection présidentielle, c'est le pouvoir d'achat, je pense qu'ils n'ont pas bien bien compris c'est ce que disent les Français dans les sondages, en tout cas. Oui, et après, les sujets suivants sont les sujets de sécurité. C'est l'actualité qui impose plus ou moins. C'est le destin individuel par rapport au destin collectif. Tu as raison, c'est qu'il faudra qu'au plus haut niveau de l'État, la campagne va commencer, après les fêtes, il va falloir qu'on ait une vision, qu'ils aient une vision à nous donner.
qui soit clair, et on verra dans quel sens. J'espère que tu n'auras pas raison. Le pouvoir d'achat, c'est individuel, tout le reste, c'est collectif. Bien sûr. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On évoquera la campagne d'Éric Zemmour, qui a annoncé sa candidature hier. Et puis, on évoquera aussi la question des migrants à Calais. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé la nuit du naufrage de ces 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche. À tout de suite.